Bonsoir Bijou, bonsoir Docteur Moffat. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire spécial qui a pour titre Quelle technique de PMA choisir pour devenir maman en solo, que nous avons organisé en collaboration avec Concevoir un solo. Et aujourd'hui, nous comptons avec la présence de Bijou Boulindera, représentante du groupe Concevoir un solo. Et nous comptons aussi avec la présence du Docteur Federica Moffat, directrice médicale de Fertilab et gynécologue spécialiste en PMA. Au cours de ce webinaire, nous parlerons de tous les types de traitements de PMA destinés aux patientes qui souhaitent devenir maman en solo. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu la dynamique de ce webinaire. Comment vous pouvez vous adresser vos questions soit au docteur Moffat, soit à Bijou Boulindera. Dans la section questions, vous devez écrire tous vos doutes et c'est très important, seulement dans la section questions. Vous verrez qu'il y a une autre section appelée chat qui ne sera utilisée, que d'ailleurs est en train de déjà utiliser, que pour interagir entre vous. Ce n'est pas dans cette section où vous devrez poser vos questions. Les questions que vous poserez au médecin ou à Bijou seront totalement confidentielles et aucun participant ne pourra le voir. Ce sera que moi qui les lira en haute voix sans dire les noms ni les prénoms. Et merci beaucoup à toutes et à tous de participer dans ce webinaire. Je cède donc maintenant la parole à Bijou Bolindera, représentante du groupe Concevoir un solo, et nous vous remercions énormément, Bijou, de tout ce que vous faites. Merci beaucoup Esther. Bonjour docteur. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Bijou Boulindera, je suis l'écrivaine et la créatrice du groupe Concevoir en solo. Je suis moi-même maman solo de 2 enfants grâce à la PMA. Je suis diplômée de la Sorbonne avec un master en finance et en gestion de projet de l'ESCP. Ça fait 19 ans que je travaille dans le conseil. Mais à côté de ça, je suis engagée pour la cause des femmes et je suis une coach formée à l'Institut de coaching international. Je suis coach en fertilité, coach de vie et coach professionnel. En tant que coach, je suis là pour vous soutenir, pour vous inspirer et pour vous guider avec passion vers une transformation profonde et durable. Je crois fermement que vous avez le pouvoir de choisir votre destinée et de changer votre vie, ainsi de réaliser vos rêves les plus chers. Que vous souhaitez changer de carrière, surmonter des problèmes familiaux ou relationnels ou émotionnels, ou réaliser votre désir profond de devenir maman, je serai à vos côtés à chaque étape de ce parcours avec une approche personnalisée, empreinte d'empathie et de bienveillance, bien sûr, pour vous permettre de vous reconnecter avec votre véritable potentiel et retrouver confiance en vous et vous épanouir pleinement. J'ai créé le groupe Facebook pour nous accorder un lieu de bienveillance, une sorte de bulle de sérénité, sans jugement, et nous pouvons nous exprimer sans crainte nos espoirs, nos victoires sur notre parcours du combattant. Notre partenariat avec la clinique Fertilab nous aide à aller plus loin avec d'une part une offre de réduction de traitement de la PMA sur toute l'année, on a moins 10%, et ponctuellement sur des événements, on peut aller jusqu'à moins 15%. Tous les liens de réduction sont dans les groupes Concevoir en solo et sur les réseaux. Et d'autre part, ces partenariats nous donnent des opportunités de poser un maximum de questions aux experts en PMA, comme ce webinaire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Moffat, que je remercie infiniment au nom du groupe Concevoir en solo et des femmes qui sont connectées aujourd'hui pour nous aider dans ce parcours du combattant. Super, merci Bijou. C'est pas la première fois qu'on partage cet espace et je suis vraiment ravie, comme tu disais Bijou, pas simplement pour expliquer aux femmes quelles sont les différentes options en termes de traitement, mais aussi pour confirmer que dans ce parcours, on les accompagne, hein, parce que c'est très, très important. Déjà, la plupart des femmes qui viennent chez nous, elles viennent de l'étranger, donc c'est déjà tout en parcours le voyage. Aujourd'hui, la technique nous aide aussi à se connecter par vidéo, comme on est en train de faire maintenant. Et ça, c'est la même chose qu'on fait aussi pendant les traitements, les premières consultations. On a l'habitude et je dois dire qu'au temps du Covid, par exemple, le fait de pouvoir se voir sans le masque, hein, à distance, c'était presque plus proche que être un en face de l'autre, mais avec le masque. Mais bon.
Voilà, donc dis-moi Bijou si tu veux que je présente un peu quelles sont les différentes techniques. Bien sûr, docteur, allez-y. Les filles sont là Ok. pour ça. Voilà, donc évidemment, quand on veut devenir maman en solo, l'idéal, donc dans un traitement, c'est de consulter un médecin et savoir quelle est la technique plus adéquate hein, en fonction des différents paramètres. Donc aussi en fonction de notre histoire médicale, de notre âge et donc la possibilité d'accéder à une clinique qui a aussi une banque de sperme et, dans certains cas, une banque d'ovocytes et pourquoi pas un banque d'embryons. Donc, pour avancer, voilà. Donc, comme vous avez vu dans la petite vidéo qu'on a passée, chez Fertilab, on a 25 ans d'expérience. La clinique a beaucoup changé tout au long du temps. Mais il faut savoir que la fondatrice est une biologiste. Et ça, c'est très important. Et donc, la philosophie de Fertilab n'a pas changé dans les temps. C'est une biologiste et aussi c'est quelqu'un qui est très bienveillant pour accompagner donc, les patients dans un parcours personnalisé. Voilà, Marthe Antic avec son partenaire Jaume, mais notre fondatrice elle s'appelle Martha. Donc, évidemment, les différents traitements se basent aussi sur la sélection d'un donneur de sperme. Hein. Donc, on a la possibilité de faire des inséminations artificielles avec sperme du donneur. Et le choix du donneur, hein, que ce soit pour une insémination avec sperme du donneur ou une fécondation in vitro avec sperme du donneur, ça se base sur la loi espagnole du don de sperme qui se base sur l'anonymat. Ça, c'est très important. J'imagine que la plupart d'entre vous savent déjà, mais la loi espagnole permet donc au donneur de donner en anonyme. Okay. Et l'âge des donneurs, selon la loi espagnole, il est compris entre 18 et 50 ans, sauf qu'à Fertilab, dans notre banque de sperme qui s'appelle Fertibank, l'âge maximal des donneurs de sperme est 40. Mais l'âge moyen est largement inférieur à 25, hein, parce que c'est plus facile de trouver des jeunes donneurs dans la tranche d'âge de la vingtaine. Donc, comme on disait, ce qui est important, à part la partie médicale, c'est aussi le traitement individualisé, donc que le médecin puisse conseiller aux patients quel est le traitement plus spécifique et qui peut donner plus de résultats. Et parfois aussi, c'est une question de choix de la patiente. Hein. Donc, il y a des traitements qui sont moins invasifs, des traitements qui sont un peu plus invasifs. Mais aussi, tout ça est accompagné d'une technologie des pointes. Hein. Dans le laboratoire de Fertilab, il y a la plus haute technologie. On a des incubateurs de nouvelle génération avec des caméras. Si quelqu'un connaît le nom, ça s'appelle embryoscope. Hein. C'est des incubateurs qui sont capables de maintenir les embryons dans des conditions idéales qui se paraissent beaucoup à l'utérus. Et donc, grâce à ça, le développement embryonnaire est très favorable. Et aussi, les biologistes, ils peuvent faire un monitoring par vidéo, donc même à distance, des embryons qui sont en culture. Et on applique aussi la génétique. Aujourd'hui, on sait que la génétique nous aide beaucoup à diminuer les risques des maladies rares. Hein, donc, et surtout quand on parle des donneurs, on peut tester les donneurs et éventuellement aussi les patientes, si les patients le désirent, pour faire un matching génétique. Ça veut dire que ça réduit fortement le risque que l'embryon soit porteur d'une maladie génétique rare parce que justement, on peut faire un appareillement direct sur la base des tests génétiques. Les risques, il ne va jamais être mis à zéro, hein, parce que ça n'existe pas des tests génétiques pour tout. Hein. Les patients parfois me demandent s'il existe un test génétique, par exemple pour l'autisme, hein, c'est une question qui revient plusieurs fois. Non, mais si on parle des maladies comme la mucoviscidose, la thalassémie, la surdité, la dystrophie musculaire,
Là, c'est tous des tests des génétiques qu'on peut faire aux donneurs et aux patientes. Et puis, le taux de réussite. Si quelqu'un d'entre vous va regarder notre page web, il peut voir que les résultats en termes de réussite, on exprime ça en termes de naissance. Okay? Parce que c'est bien, évidemment, de savoir combien de possibilités j'ai de tomber enceinte. Mais en fin de compte, si j'ai tombé enceinte et que j'ai une fausse couche, ce qui est important à savoir, c'est à mon âge, avec mon cas clinique, avec tous les résultats que j'ai, quelle est ma chance d'avoir un bébé dans les bras. Et donc ça, c'est très important quand on parle des possibilités et quand on discute avec les patientes en disant quelle est la technique que vous me proposez, docteur. Moi, je peux proposer différentes techniques, mais il faut savoir aussi que les résultats sont différents en fonction des paramètres. Alors, si on continue sur les résultats, voilà. Je pense que je vais commencer par la fin des résultats. Je commence par la technique la plus simple, ok? Donc, c'est la technique d'insémination intra-utérine. Là, il faut savoir que c'est une technique qui remet la patiente dans les mêmes conditions de tomber enceinte naturellement. Hein? Donc, parce que finalement, on fait que inséminer au moment de l'ovulation. Donc, tous les processus de la reproduction et de la fécondation doivent se passer de forme naturelle, comme si on avait des relations. Hein? Et donc, c'est pour ça que si vous regardez sur la petite table en bas à droite, ça change beaucoup en fonction de l'âge de la patiente. Vraiment, les inséminations intra-utérines ont un taux de réussite très bon, inférieur à 35 ans. Ça reste encore acceptable entre 35 et 39, mais ça va diminuer fortement. Le taux de naissance par cycle diminue fortement après les 40 ans. Donc, déjà, on comprend que c'est une technique simple, peu invasive, mais qu'en fonction de l'âge, ça marche de manière différente. Le taux de réussite que vous voyez à gauche globalement, c'est le taux de réussite global après 3 tentatives d'insémination sur la globalité des patientes. Mais il faut savoir que la plupart sont jeunes, justement, parce que les patientes savent que c'est la technique la plus adéquate quand on est jeune. Et si on passe à la fécondation in vitro, hein, donc là déjà, les taux de réussite augmentent. Hein. On a un taux de naissance cumulé qui aussi peut varier en fonction de l'âge. Hein. Si vous voyez le taux d'accouchement par cycle dans lequel peut-être on peut obtenir plusieurs embryons, donc le taux de réussite par cycle, il est aussi très élevé si on a moins que 35 ans. On arrive à 65% de taux de naissance. Après, on a 42% entre 35 et 39. Et on revient à 12% de taux de naissance par cycle après les 40 ans. Et si on applique le diagnostic préimplantatoire à la fécondation in vitro avec sperme de donneur, on arrive à augmenter les chances. Mais il faut savoir que ça, simplement, chez des patientes qui arrivent à obtenir des embryons de bonne qualité, qui sont des blastocystes, qui peuvent être analysés. Donc, encore une fois, l'application du DPI, c'est quelque chose que c'est les médecins qui vont vous conseiller hein, en fonction de votre cas spécifique. C'est clair que si, finalement, une patiente, elle ne peut pas utiliser ses propres ovules dans la fécondation, donc on passe à la technique de double don, c'est-à-dire de fécondation avec une donneuse d'ovules et un donneur de sperme. Et là aussi, l'appariement de donneurs est fait sur la base des caractéristiques physiques de la receveuse et aussi il y a un appariement génétique entre le donneur et la donneuse. Ici, le taux de réussite est vraiment... attendez, ça c'est la FIV. Voilà. Ici, le taux de réussite par cycle, le taux d'accouchement global sur le cycle, il est pratiquement de 80%. C'est-à-dire que
8 patientes sur 10 qui démarrent un cycle de double don, elles vont avoir une naissance. Il y a encore un cycle un type de traitement qu'on peut choisir, c'est l'adoption d'embryons. Ça, c'est un traitement dans lequel la patiente, elle reçoit un embryon qui existe déjà dans la banque, qui a été laissé en adoption. Et là, on parle de taux de naissance par transfert, parce que à chaque fois, c'est un nouvel embryon qui vient de la banque. Donc, les statistiques se basent sur chaque transfert. On a 40% de naissance chaque fois on transfère un embryon de la banque. Donc, je sais que les chiffres, après on peut discuter, mais le message que je veux passer, c'est que c'est important qu'on choisit la technique et la clinique, de parler avec votre médecin de quelle est ma chance d'avoir un bébé avec telle technique ou telle autre technique. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur, pour votre présentation. Merci beaucoup, Bijou, pour votre présentation aussi. Donc, je vais lire les questions que les patientes ont posées. Donc, la première, c'est est-ce qu'on peut utiliser une banque des spermes, par exemple, Cryos, avec vous? Non, dans le sens que nous, on a notre propre banque et normalement, les banques de sperme étrangères, elles ne correspondent pas aux critères de la loi espagnole. Donc, par exemple, on ne peut pas nous importer un donneur de sperme de Cryos qui soit non anonyme parce qu'en Espagne, il y a l'anonymat. Donc, en ligne générale, on ne peut pas importer des spermes de l'étranger. Sauf cas exceptionnel, par exemple, si une patiente a déjà eu un enfant, mais le sperme doit correspondre aux critères de la loi espagnole, donc doit être anonyme, par exemple. Merci, docteur Moffat. Je ne sais pas, Bijou, si vous préférez que moi je lise toutes les questions qui ont posé les patientes ou vous préférez poser les vôtres que vous aviez déjà, comme vous voulez, hein? On peut toujours échanger. Je peux aussi vous aider à lire les questions. Mais la réponse du docteur est très intéressante parce que j'avais une question dans ce sens-là d'une personne qui voulait savoir si on peut venir chez Fertilab avec un donneur, avec son propre donneur. Non, avec son propre donneur en personne. Oui. Non, ça va de soi que en étant ici le don anonyme, on ne peut pas amener son propre donneur. Donc, si on est en couple, il faut être marié ou il faut avoir un statut? Il faut être un couple, oui, c'est pas obligatoire d'être marié, hein, donc voilà. Donc, on peut venir en couple. D'accord. Il faut venir en couple. Ça marche. Merci. Donc, je lis la suivante question. Quels sont les critères pour recueillir du sperme? Quels critères sont attendus par les donneurs? Y a-t-il des examens réalisés sur de potentielles maladies génétiquement transmises? Merci. OK. Voilà. Donc, évidemment, parce qu'un donneur soit accepté dans la banque, il doit passer à travers plusieurs analyses. Hein. Comme j'ai dit, les analyses génétiques dont je parlais, ils font un karyotype, hein, donc le test des chromosomes de base, et puis les tests de recherche des maladies rares. Ça, on fait la recherche des bases sur les 6 maladies plus fréquentes, c'est-à-dire la mucoviscidose, la thalassémie, la surdité, etc. Et si la patiente, elle veut carrément un appareillement génétique avec son donneur de sperme, la patiente aussi, elle peut se faire le test. Et là, on va tester 300 ou 1000 maladies. Ça, c'est au choix de la patiente. De base, le donneur, pour être accepté dans la banque, il doit être testé négatif pour 6 mutations génétiques les plus fréquentes. OK? Et par rapport aux paramètres du sperme, évidemment, un bon donneur, il doit avoir une bonne concentration, une bonne mobilité. Et là, les biologistes, avant encore d'accepter un donneur, le premier test qu'on lui fait, c'est un échantillon de sperme. S'il est un bon échantillon de sperme, on va procéder avec toutes les autres analyses, entre elles aussi toutes les maladies infectieuses, hépatite, HIV, etc.,
Et donc, on va le tester pour tous les paramètres. Mais évidemment, le premier test, c'est un spermogramme. Merci, docteur. Je ne sais pas, Bijou, si vous souhaitez poser des questions. Et comme ça, on fait une question de votre part, une autre de celles qui sont écrites. Oui, j'avais une question qui revient souvent, c'est par rapport à l'obésité. Jusqu'à quel indice de masse corporelle vous prenez les patientes et qu'est-ce qui se passe dans le cas où elles dépassent cet indice-là? Voilà, donc comme protocole, hein, parce que nous on a des protocoles cliniques et donc on est des médecins, donc, et c'est pour la santé des patientes, le BMI c'est 30 la limite, ok? Donc techniquement c'est 30. C'est clair que si la patiente elle a un poids supérieur, hein, on demande à la patiente de perdre du poids pour essayer d'arriver à cette limite. Ce n'est pas une limite légale, hein, évidemment. Après, on peut discuter, on peut mettre en place des stratégies. On a dans l'équipe aussi un endocrinologue qui est aussi notre andrologue, mais il est aussi endocrinologue qui peut aussi aider les patientes à mettre en place des stratégies pour essayer de perdre du poids. Mais voilà, donc dans les protocoles, notre limite des BMI, c'est 30, surtout aussi pour se soumettre, par exemple, à des ponctions ovariennes, à une anesthésie. Hein, effectivement, ça augmente les risques et aussi dans la grossesse, pendant la grossesse. D'accord. 30 étant en surpoids, mais pas en obésité, si je me rappelle bien. Oui. D'accord. Mais Merci. comme j'ai dit, entre 30 et 35, il y a vraiment beaucoup de marge. Supérieur à 35, c'est là vraiment où on met un stop absolu, hein, supérieur à 35. Entre 30 et 35, on discute. Mais c'est pour le bien de la patiente. Mais c'est vrai que ça dépend aussi si on a d'autres facteurs de risque associés. Hein. Donc, c'est pas la même chose d'avoir un BMI à 32 et avoir aucun problème ou avoir à la fois de l'hypertension, du diabète. Donc, s'il y a plusieurs facteurs de risque, évidemment, le BMI aussi, ça reste un critère un peu strict. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, Bijou. J'ai lu la prochaine question. Quelle info on peut savoir sur le donneur proposé par Fertila? Taille, âge, éducation, examen sur des maladies génétiques, etc. Je n'ai pas compris la dernière partie. Taille, âge, éducation, examen sur les maladies génétiques, Taille, etc. âge, Âge, oui. Taille, éducation. âge, éducation Ok. et examen sur les maladies génétiques. Ok. Donc, sur les maladies génétiques, bon, là, on va communiquer l'âge, le groupe sanguin. Les caractéristiques physiques du donneur sont normalement ciblées sur la patiente. C'est vrai qu'en général, un homme, il va être plus grand qu'une femme. Donc, les caractéristiques physiques, on peut communiquer. Pardon qu'il y a. Ok. C'est pas gênant. Et donc, sur les maladies génétiques, donc les tests génétiques, on peut communiquer à la patiente, évidemment, les tests de base sur lesquels le donneur a été testé négatif. Hein, ou si on fait l'appareillement génétique, on peut donner un certificat d'appareillement génétique négatif, c'est-à-dire favorable. OK. Et par rapport à l'éducation, normalement, on ne va pas fournir ce type d'informations, c'est-à-dire que la plupart des donneurs s'ils sont très jeunes, ils sont des étudiants, ça va de soi, mais on ne va pas donner des informations qui peuvent aussi casser l'anonymat sur le type d'études ou sur le travail qu'ils font. Donc, c'est des informations déjà qui vont au-delà des informations des caractéristiques physiques, donc on ne donne pas cette information. Merci. J'ai une nouvelle question. Donc, 40 ans, c'est l'âge des donneurs, pas des donneuses? Non, pas des donneuses. Hein. Je parle de donneurs de sperme. L'âge limite des donneuses, c'est entre 18 et 35. Quand j'ai parlé des 40, c'est pour le donneur de sperme, évidemment, en sachant qu'en réalité, l'âge moyen des donneurs de sperme est largement inférieur à 25.
Merci, docteur. Bonjour, l'âge des donneuses, s'il vous plaît, pour le don d'ovocytes. Ok, voilà, l'âge des donneuses, comme je viens de dire, c'est maximum 35. Et la moyenne d'âge des donneuses aussi est 26 ans, l'âge moyenne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des donneuses de 18-19, comme on peut avoir des donneuses de 33-34. Mais l'âge moyenne dans le programme, elle se situe largement entre 20 et 30. Merci. Donc, vous dites qu'il est possible de faire les tests génétiques. Ne sont-ils pas faits d'office? Qu'est-ce qui amène les mails, la recherche génétique de maladies, sachant qu'il existe des maladies gènes dormants? Gènes dormants, c'est les maladies récessives. On va chercher les maladies récessives. Donc, c'est ce qu'on cherche d'office chez les donneurs de sperme et chez les donneuses d'ovocytes, c'est un certain nombre de mutations génétiques des celles qu'on peut appeler maladies génétiques dormantes ou dans le terme technique, c'est récessive. Hein? Donc, on peut tous être porteurs. Si on se fait un test génétique d'ADN, on est tous porteurs de quelques mutations. Mais on n'est pas malade et on ne va jamais tomber malade. Le problème, c'est quand on se croise entre deux porteurs de la même mutation. Hein? Si je suis porteuse de mucoviscidose et mon partenaire ou mon donneur de sperme serait porteur de la mucoviscidose, on a un risque de 25% d'avoir un enfant malade. Okay? Donc, du moment que les donneurs de sperme sont testés négatifs d'office, donc on a fait les tests et ils ne sont pas porteurs de maladies qu'on a testées. Même chose les donneuses. Mais ça, c'est donc le test d'office, c'est pour les 6 maladies plus fréquentes, celles qu'on sait qu'il y a beaucoup de porteurs dans la population. Si on veut un appareillement génétique, le donneur, oui, il a déjà fait son test. Mais si on veut faire un test pour encore plus de maladies, il faut faire alors aussi le test à la patiente et croiser les données d'ADN de la donneuse avec les donneurs. Si on veut avoir un test à 300 maladies, 1000 maladies. Je pense que j'ai expliqué. Merci. Bijou, je ne sais pas si tu veux lui poser une nouvelle question ou je continue de lire celles qui sont. Il y a beaucoup de questions là, je les vois affluer, continue. Oui. Merci. Donc, pouvez-vous me confirmer les études indiquant que les taux de réussite est équivalent sur un blastocyste frais ou congelé? Oui, c'est des études qui ont montré le taux de survie à la décongélation des blastocystes est exceptionnellement haut et le taux d'implantation, nous, on a dans notre clinique, on vient de présenter au Congrès européen les résultats sur les blastocystes congelés de dons d'ovocytes sur des receveuses, un cycle naturel et un cycle artificiel. Et on a des meilleurs résultats sur les cycles avec cycle naturel de la receveuse et embryon congelé par rapport au cycle où la patiente a dû prendre des médicaments pour se synchroniser éventuellement avec la donneuse. Donc, les résultats sur les embryons, si un embryon il survit, disons, parfaitement à la décongélation, son taux d'implantation et d'évolution est le même qu'un embryon frais. Merci. Prochaine question. Pourriez-vous donner une moyenne de délai de prise en charge, s'il vous plaît? Est-il différent en fonction de la technique? Oui, c'est une très bonne question, surtout faire la différence entre les différentes techniques. C'est clair que sur des techniques comme par exemple une insémination ou une fécondation in vitro, c'est déjà, disons, ça dépend de si la patiente est prête à démarrer avec ses règles. On n'a pas une liste d'attente. La même chose aussi pour le cycle de don, sauf que il faut faire l'appareillement. Si éventuellement on veut un appareillement génétique, effectivement, ça prend quelques semaines pour les tests génétiques. Mais là aussi, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, je dirais zéro attente pratiquement pour des techniques comme insémination intra-utérine et fécondation in vitro.
Le don d'embryon, donc l'adoption d'embryon aussi, parce que les embryons existent déjà, donc l'adoption d'embryon aussi est très rapide. Hein, donc, ça dépend de la patiente. Si elle veut se mettre à un cycle tout de suite, c'est possible. Sur le don d'ovocytes, ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Ça dépend aussi des caractéristiques physiques de la receveuse, hein, parce que ça, évidemment, si on a des caractéristiques physiques qui sont soi-disant facile pour nous en Espagne, c'est plus rapide. Oui, c'est une question fréquente qui arrive quand les donneuses sont du type asiatique ou noir. On se demande quels sont les délais pour avoir des dons d'ovocytes Oui. entre guillemets étrangères, mais qui ne sont pas espagnoles, je veux dire. Oui. Oui, voilà. Donc, évidemment, ici à Barcelone, heureusement, c'est une ville internationale. C'est une ville où il y a beaucoup des filles, des potentielles donneuses de toutes les origines ethniques. Mais c'est clair qu'au niveau statistique, il y a moins de certaines ethnies. Donc, d'origine, par exemple, africaine, on a un certain nombre de donneuses. Et donc, parfois, ça arrive qu'on a tout de suite une donneuse disponible et on a aussi des ovocytes congelés, des donneuses noires par exemple, ça on en a. Pour ce qui concerne les donneuses asiatiques, et ça il faut être très honnête, ça n'existe pratiquement pas les donneuses asiatiques. Hein. Culturellement, elles ne donnent pas, donc on ne peut pas dire aux patientes qu'il faut attendre pour une donneuse asiatique. Non, il n'y a pas. Donc il faut parler bien avec les patientes, voir quel est le phénotype. On va toujours faire des très bons appareillements phénotypiques, hein, par exemple avec d'autres origines ethniques, mais ce n'est pas à 100% asiatique. Je pense que dans l'histoire de Fertilab, on a peut-être eu trois donneuses asiatiques en 25 ans. J'ai la suivante question. Vous avez un taux de réussite sur les propres ovocytes de la patiente qui vient avec son compagnon, mais qui a 46 ans. La question, c'est quel est le taux à 46 ans? Nous, les taux de réussite, on donne après 40, tout confondu. En général, après les 44, on déconseille carrément de tenter une fécondation in vitro, même si on a une bonne réserve ovarienne, peu importe si c'est avec son propre compagnon ou si c'est avec donneur de sperme, parce que le problème, c'est la qualité des ovules. Donc, après les 44 ans, les résultats sont virtuellement zéro. Hein. En médecine, ça n'existe pas le zéro, mais ce serait 0,001. Donc, si on a une possibilité sur 10 000, je pense que c'est pas rendre service aux patientes, les soumettre à une stimulation, à une ponction ovarienne qui a aussi des risques vis-à-vis d'un taux de réussite qui est virtuel. Merci. L'étude de fertilité consiste-t-il d'une simple vérification hormonale? L'étude de fertilité, je pense que peut-être cette patiente, elle demande si on fait une étude de base. C'est le test d'AMH, hein, si on veut voir la réserve ovarienne, plus une échographie de base au début des règles, au début du cycle, pour la compte folliculaire. Hein. Donc, c'est une étude de base de fertilité vraiment pour voir la réserve. Si on veut faire une étude complète, par exemple, pour voir si la patiente a les trompes ouvertes, si elle peut passer à travers une insémination ou si elle doit faire autre type de traitement. Alors, c'est aussi d'autres examens. Mais sinon, l'étude basique de fertilité de la réserve ovarienne, c'est AMH, hein, et échographie avec compte folliculaire. Merci. Nouvelle question. Fertilab dispose-t-elle des donneurs de couleur de peau noire? Je suis d'origine africaine et je voudrais savoir si Fertilab pourrait avoir des donneurs de ce type. Si oui, quel peut être le délai? Oui, ça aussi, on dispose. Hein, la même chose que pour les donneuses. Hein, et on n'a pas énormément de donneurs de cette caractéristique, mais
si dans la banque, avec le don de sperme, c'est plus facile parce que dans la banque, on peut congeler et ça reste, voilà. C'est pas comme les donneuses d'ovocytes qu'elles doivent faire un cycle à chaque fois. Mais donc, oui, on n'a pratiquement pas de délai. Merci, docteur. Nouvelle question. J'aimerais savoir si vous avez des résultats positifs, si vous avez eu des résultats positifs, si la patiente souhaite utiliser ses propres ovocytes même après 45 ans. La réponse rapide, non. Mais je déconseille, mais pas parce que je n'ai pas envie d'accompagner une patiente, mais parce que je suis aussi un médecin qui a beaucoup d'expérience. Je fais ce travail depuis plus que 20 ans et je suis une femme et je pense que se soumettre à un traitement lourd, coûteux, psychologiquement très fatigant pour zéro résultat, c'est pas éthiquement correct de la part d'un médecin. Je sais que les patients parfois me disent bah, je veux tenter quand même. Moi, sincèrement, après les 44, comme j'ai dit, je le déconseille. Merci, docteur. Dans les cas d'une adoption d'embryon, est-il possible d'effectuer des tests génétiques sur l'embryon? Non, parce que l'embryon, il existe déjà. Donc, les tests génétiques qu'on peut faire soit au progéniteur de l'embryon, c'est-à-dire à la donneuse d'ovocytes, donneur de sperme, et à l'embryon même, comme le DPI, tout ça, une fois que l'embryon existe déjà, il est congelé. A posteriori, on ne va pas faire de tests sur des embryons de la banque. C'est trop tard, entre guillemets. Esther, on ne t'entend pas. Oui, excusez-moi. Fertilab fait-il le matching génétique avec les ovocytes? Oui, c'est-à-dire que le matching, ce n'est pas directement avec les ovocytes, c'est encore le matching de l'ADN, soit de la donneuse, si on parle de don d'ovocytes, et du donneur de sperme ou de monsieur. Donc, les matchings, ça ne se fait pas entre l'ovule et les spermes, ça se fait entre la donneuse et le donneur, ou la patiente et le donneur. Donc, c'est un test d'ADN a priori. Merci. Donc, pour le don d'embryon, quels sont les délais? Les dons d'embryon proviennent-ils systématiquement de couples qui ont réussi à avoir un enfant? Alors, le délai est très court, pratiquement zéro, parce que, comme je dis, les embryons existent déjà. Il ne faut pas faire un cycle de fécondation. Que ça procède dans un cycle qui a déjà donné une grossesse, pratiquement dans la plupart des cas, parce que si les patientes ont décidé de laisser les embryons à la banque, très probablement, ils ont déjà obtenu une grossesse, ils ont déjà complété leur projet reproductif. C'est vrai aussi que ça peut arriver pour quelque raison que les patientes, pour quelque raison, décident de ne pas utiliser du tout leurs embryons. Donc, mais la plupart des cycles sont des cycles qui ont déjà donné une grossesse. Merci, docteur. Quel est l'âge limite pour porter un enfant avec deux doubles donations? Alors, ça, encore, on vient sur ce type de limites qui sont des protocoles. En Espagne, il n'y a pas une limite d'âge pour être receveuse. Mais dans notre protocole, l'âge limite est 50. On a fait des exceptions pour des patientes qui avaient déjà accouché et qui avaient encore des embryons congelés. Mais sinon, l'âge pour accepter le dossier et pour compléter un cycle de fécondation avec un donneur et une implantation d'embryon, c'est 50. Merci. En cas de problème de santé d'un bébé, est-ce qu'on peut contacter le donneur ou Fertilab le contact, même plusieurs années plus tard? C'est une très belle question. Oui, dans le sens que nous, on a, selon la loi espagnole, est très, très bien faite, on a toute une traçabilité des données. Donc, dans nos systèmes, il y a tous les données des donneurs et donneuses qui sont gardées 30 ans après le site de fécondation. Et avec des codes, avec toute une traçabilité, on peut revenir sur les dossiers du donneur et donneuse. Et s'il y a une raison qui est liée peut-être à une maladie et c'est nécessaire de recontacter les donneurs, Fertilab
recontactera le donneur et si c'est nécessaire, on peut demander de faire des tests supplémentaires pour essayer de voir s'il y avait un souci, disons, qui venait du donneur. Donc, oui, on a une commission spéciale avec un généticien aussi et on discute, si nécessaire, de comment recontacter le donneur, d'avoir de l'ADN. Voilà, on fait un suivi assez de près. La plupart des fois, heureusement, c'est des fausses alarmes. Mais voilà, donc cette possibilité existe. Mais en général, on ne casse pas l'anonymat, c'est-à-dire que c'est toujours à travers nous parce que c'est très délicat. Merci, docteur. Pouvez-vous préciser le délai entre deux FIV si la première a échoué? Jusqu'à quel âge acceptez-vous de faire des FIV ou des inséminations? Ok. Donc, le délai entre une FIV et l'autre, en général, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un délai strict parce que on sait aujourd'hui qu'on fait même des doubles stimulations sur deux cycles très rapprochés. Mais si on a fait un transfert d'embryon et on n'a pas obtenu la grossesse, normalement, avec les suivantes règles, on pourrait déjà se stimuler. Et l'âge limite de la FIV, j'ai dit ça, voilà, il n'y a pas une âge limite par la loi, mais je déconseille fortement de faire une FIV après les 44. Et les inséminations, comme vous avez vu sur les résultats, ça fonctionne mieux avant les 40 ans, idéalement avant les 35, mais je ne ferai pas une insémination intra-utérine après 39-40. Merci. Quelle place est laissée aux maladies comme le SOPK ou l'endométriose dans la PMA en termes de poids de la patiente, des traitements mis en place pour ces maladies, des techniques? Préconisez-vous un passage systématiquement en FIV? Alors, si je comprends bien la question, c'est deux maladies complètement différentes. L'OMPK, en plus, ce n'est pas une maladie, c'est une variante de la normalité, etc. C'est deux choses complètement différentes, donc je préfère aborder une chose et l'autre. Tout d'abord, non, ce n'est pas d'office qu'on passe en FIV, simplement parce que surtout dans l'ovaire micropolycystique, normalement, c'est vraiment une variante, c'est un syndrome qu'on peut traiter aussi par une hygiène de vie tout au départ, et puis en fonction de l'âge de la patiente, on conseille, mais une OMPK, simplement parce qu'elle est OMPK, elle n'est pas forcée à passer directement à la FIV. Au contraire, ça fonctionne très bien, les stimulations et les inséminations. Si une patiente est jeune et elle a une OMPK, il y a des bonnes possibilités, pas forcément avec la FIV. Une endométriose, ça change beaucoup parce que l'endométriose, ça dépend aussi du degré de l'endométriose. Si c'est une endométriose grave, avec une atteinte ovarienne. Et donc là, il faut voir si avant de la PMA, il faut parfois passer par une chirurgie ou par des traitements de suppression. Donc, c'est pas forcément endométriose FIV, mais c'est plus probable le passage d'une patiente avec endométriose directement à la FIV parce qu'elle ne peut pas perdre du temps, parce que les résultats par des techniques simples peuvent être moins bien. Merci, docteur. La prochaine question, c'est comment se passent les consultations quand on vit en dehors de l'Espagne? Combien de temps cela prend-il et à quelle fréquence il faut avoir des rendez-vous médicaux? Ok. Donc, déjà, la première consultation, ça se passe comme maintenant. Donc, ça se passe par vidéo. Ça dure plus ou moins 1 heure. Donc, normalement, les patientes doivent envoyer avant tout ce qu'elles ont, tout le dossier, parce qu'on puisse discuter ensemble déjà sur la base des résultats. Évidemment, si une patiente n'a rien fait, on va directement discuter et puis on va demander des nouveaux examens. Mais la plupart des patientes, si elles arrivent avec déjà des résultats, ça va être beaucoup plus pratique au moment qu'on discute, on met sur la balance donc les possibilités de réussite, les différents types de traitements, etc. Donc,
On a une heure avec la patiente et on termine la consultation avec un plan, c'est-à-dire soit s'il faut faire encore un complément d'examen, la patiente va recevoir par une assistante la liste d'examens qu'il faut compléter. Sinon, parfois, ça m'est arrivé déjà dans la première consultation de déposer les dates de la stimulation et le protocole de stimulation. Nous, on envoie tout par mail ou les assistantes appellent la patiente et les suivis est à distance, mais très, très, très proche. Et après, c'est pas nécessaire de se rendre à Barcelone, sinon directement au moment du traitement, mais même pas pour les suivis folliculaires. Hein, on vient direct, soit le jour de la ponction ovarienne, soit le jour de l'insémination ou du transfert. Merci. Donc, conseil d'hygiène de vie pour favoriser l'accroche. Belle question. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de miraculeux. Hein, donc, il ne faut pas penser que ça existe la pilule magique ou le complément alimentaire merveilleux. Mais de plus en plus, on sait que il y a par exemple, des défauts des vitamines D ou défauts de certains compléments, l'acide folique. Les probiotiques, hein, il y a de plus en plus des données qui nous montrent que les patientes avec une microbiote normale, donc la microbiote, c'est cette magique population de bactéries bonnes qui colonisent tout notre corps. Au niveau du vagin et de l'utérus, les bonnes bactéries, ça s'appelle les lactobacillus. Hein, et parfois, même si on n'a pas une infection et on est bien, peut-être on ne sait pas que notre microbiote vaginal, elle peut être un déséquilibre. Donc, moi, je conseille, en tout cas, ça ne va pas faire dommage, à la limite, ça va nous faire aussi un service à l'intestin. Donc, prendre des probiotiques, la vitamine D et l'acide folique, ça, c'est déjà la base pour... Et puis, évidemment, une hygiène de vie... ne pas manger trop de sucre, trop de la nourriture déjà prête, manger bien, manger des légumes, des protéines, boire beaucoup, ne pas fumer, ne pas excéder avec l'alcool. Voilà, donc c'est banal, mais c'est comme ça. Merci, docteur. Une question qui revient fréquemment, c'est la différence dans la fibre entre le don d'ovocytes et le don d'embryon. Ok. Oui, comme je disais, d'un côté, alors c'est plus facile si on parle du don d'embryon. Le don d'embryon, on a compris que c'est des embryons qui existent déjà, qui sont dans la banque. C'est déjà des blastocystes qui sont congelés individuellement. Je veux adopter un embryon. Je vais chez Fertilab et on cherche un embryon qui peut avoir un bon appareillement avec moi en sachant que l'embryon existe déjà. Donc, je ne peux pas changer les caractéristiques physiques du donneur de la donneuse. Ça existe déjà. Et il est dans la banque d'azote liquide, dans la banque des embryons, à l'issue des traitements qui ont déjà été faits auparavant. Il y a 1 an, il y a 2 ans, ça ne change rien. Si on fait un double don, alors nous, on va choisir une donneuse qui va rentrer un cycle pour la patiente. Donc, je peux choisir la donneuse basée sur les caractéristiques physiques de la receveuse et je vais choisir un donneur de sperme et je vais faire un nouveau cycle. C'est-à-dire que tous les embryons qui sont issus de cette fécondation avec les 2 donneurs, ils appartiennent à la patiente. Donc, c'est un cycle dont la patiente et les titulaires, on pourrait dire, de tous les embryons issus du cycle. Okay, donc, techniquement, on a plus d'un transfert possible. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait un double don et j'ai 3 blastocystes du même cycle avec les mêmes donneurs, évidemment, et j'ai un enfant sur le premier transfert? Ben, la même patiente, elle a encore ces 2 embryons du même cycle, donc elle pourra revenir pour un petit frère, une petite sœur. Donc, ça change beaucoup. D'un côté, on a déjà des embryons et c'est un transfert.
Et si ça marche bien, si ça ne marche pas, on revient dans la banque à chercher un autre embryon qui n'a rien à voir peut-être sur le premier transfert. Dans l'autre cas, j'ai tous les embryons qui sont issus du cycle. D'accord, merci docteur. Merci, docteur. Donc, je voudrais vous rappeler qu'il reste juste 5 minutes. On est dans les dernières 5 minutes du webinaire. Il nous reste encore plusieurs questions et peut-être on n'aura pas le temps de les répondre malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous adresser soit à Bijou et Bijou, elle peut nous les transmettre les questions et comme ça aussi elle vous informe de l'adhérence à son groupe, soit directement sur france@fertilab.org, on l'écrira à la fin. Et donc, on va lire les 2 dernières questions et après, celles qui ne seront pas répondues, vous pouvez nous écrire sans souci et on les répondra et on vous programmera un rendez-vous avec les docteurs Moffat. Donc, j'ai lu une nouvelle question. Quel est le taux de réussite de la décongélation des ovocytes? Quels sont les facteurs de la réussite? Est-ce que c'est mieux d'utiliser les ovocytes frais à l'âge de 41 ans? Oui. Alors, sur le taux de décongélation des ovules, c'est-à-dire la survie des ovocytes vitrifiés le jour qu'on va les dévitrifier, on est à 95%. Donc, c'est un taux de dévitrification très élevé. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, la question de la patiente, elle dit est-ce qu'il vaut mieux utiliser les ovocytes frais ou congelés? C'est clair que surtout après les 40 ans, la qualité des ovules diminue. Et donc, si c'est possible d'utiliser les ovocytes frais, on leur évite un choc dans la congélation-décongélation. Donc, c'est mieux. C'est clair que si on ne peut pas faire autrement, on va les vitrifier. Mais la vitrification, donc l'autoconservation des ovocytes pour le futur, ça aussi, c'est conseillé idéalement avant les 35 ans ou grand maximum avant les 40 ans, si possible, pour conserver ses propres ovocytes parce que la qualité des ovocytes à la base, c'est très importante pour la survie et pour le taux de fécondation après. Merci, docteur. Une autre question, combien d'essais de transfert d'embryons faut-il pour garantir une grossesse? Sauf erreur de ma part, les statistiques concernent que les FIV. Oui, voilà. C'est une très belle question qui me ramène à justement les statistiques. Donc, le taux de naissance, quand je prends un embryon de la banque, que c'est un bel embryon, blastocyste, etc., mais ça reste quand même un embryon qui est issu d'un cycle qui a déjà été complété, c'est un taux de naissance de 40%. Des naissances, hein, donc le taux de grossesse, c'est 50%, mais le taux de naissance, c'est 40%. Si je me base sur 3 cycles de don d'embryon, mon taux cumulatif, mon taux global d'arriver à avoir cet enfant, il est 80%. OK? 100%, statistiquement, ça n'existe pas. Mais nous, on a la possibilité de donner une garantie à la patiente qu'au défaut d'avoir la grossesse et la naissance sur les 3 cycles, donc ça s'appelle une garantie de naissance, on va rembourser le 70% de cette garantie. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas donner la garantie à 100% simplement parce qu'il faut savoir que les statistiques sont là. Mais je peux garantir que si on n'y arrive pas, je prends sur moi l'échec, au moins de point de vue financier. Comme j'ai souvent cette question et que j'y réponds souvent, donc j'aimerais bien résumer. Si la patiente, elle vient, elle paye pour cette garantie-là, elle pourra faire 3 essais d'adoption d'embryon. Donc, ça garantit la réussite. Et si les 3 essais n'ont pas marché, vous remboursez ce qu'elle aura payé. C'est ça? Parfait, les filles. Merci beaucoup, docteur. À vous. Esther, on ne t'entend pas, Esther? Oui, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Mais merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé dans ce webinaire. Nous sommes désolés des questions qui n'ont pas pu être répondues. Donc, n'hésitez pas de contacter
Bijou Boulindera. Merci beaucoup au docteur Monfa et Bijou pour toutes ces informations. Je souhaite, avant de finir, nous vous rappelons les avantages de la collaboration, du partenariat entre le groupe Concevoir un solo et Fertilab. Comme Bijou l'a dit au début, Concevoir un solo vous permet d'avoir une réduction tarifaire d'un 10% sur nos traitements de PMA et d'un 15% de réduction pendant certaines périodes de l'année. Et Concevoir un solo aussi vous permet d'avoir une médiation entre vous et Fertilab et Bijou. N'hésitez pas de la contacter sur ses réseaux sociaux et son groupe. Donc, merci beaucoup à toutes les deux et de vos informations et à toutes de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire et de nous avoir posé ces questions si intéressantes. Et notre équipe d'assistantes médicales et de premiers contacts seront heureuses de vous aider pendant tout le long du processus. N'oubliez pas que nous vous offrons des conditions spéciales pour que votre rêve de devenir maman devienne réalité. En dernier mot, Esther, je peux compléter. Les filles, on aura cette vidéo postée sur la plateforme Concevoir en solo et sur tous mes réseaux sociaux. Donc, pour celles qui n'ont pas bien compris les questions ou qui aimeraient se parfaire, vous retrouverez la vidéo dans quelques jours. Merci beaucoup. Et ce replay, il vous arrivera direct à toutes les patientes qui se sont inscrites et il arrivera le replay et voilà. Et après, tant Bijou comme Fertilab vous enverra le lien sur les réseaux. Ici, il y a une patiente qui demande comment contacter Bijou par message privé sur le groupe Facebook Concevoir un solo. C'est bien ça, Oui, Bijou? ça marche. C'est bien ça. Vous pouvez En la contacter. MP. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.